Bonsoir à tous. C'est une joie d'être avec vous. C'est une joie que vous soyez aussi nombreux. C'est un honneur, bien sûr, c'est un bonheur encore davantage. Vive l'invisible, mais vous êtes visibles aujourd'hui. Bravo! Mes amis, nous sommes tous réunis par une passion commune, par le désir justement d'en savoir un petit peu plus au-delà de la frontière. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble pendant 45 minutes à peu près des choses mystérieuses qui touchent à l'univers, qui touchent à sa naissance, qui touchent à l'avant-naissance matérielle qu'on appelle l'avant-Big Bang. Je fais quand même une petite parenthèse, puisqu'on parlait de Igor et de Grishka. Après tout, est-ce que l'on est sûr que c'est bien moi? Ça pourrait être Igor, après tout. Est-ce que c'est bien certain? Vous savez, il y a un mystère qui est encore beaucoup plus profond que celui de l'univers et celui de l'invisible, c'est de savoir qui est Igor et qui est Grishka, des deux. Alors Igor a une petite anecdote, il aurait pu la raconter lui-même et je la raconte à sa place. Il était, il y a quelque temps, dans les rues de Paris et tout d'un coup, il tombe sur un personnage. Il est peut-être du Marocain, Tunisien, enfin il vient de cette très belle région du monde. Il pointe un doigt vers lui et il lui dit « Mais c'est vous ou c'est votre frère ?» Incroyable. Igor est saisi par la puissance métaphysique de la question. Et dans son élan, il répond « Mais enfin, vous voyez bien que c'est pas moi. C'est mon frère, voyons !» Comme quoi, vous voyez, le visible et l'invisible se confondent parfois quand on voit des jumeaux. Et en l'occurrence, il a répondu, parce qu'il était aussi avec une petite longueur d'avance, « Ah, c'est pas vous, c'est votre frère, c'est bien ce qui me semblait. » Et voilà, on peut l'applaudir parce qu'il est génial. Donc, mes amis, je le disais tout à l'heure, au-delà de ce mystère des jumeaux, des photons jumeaux, des jumeaux de Jean Langevin, etc., il y a des grandes questions que vous vous posez peut-être à propos de l'univers. Tout ce que nous avons entendu ce matin, de Philippe, de Jean Stone, du débat passionnant qui a suivi, tout ceci se passe dans l'univers. Et tout ceci se passe depuis un certain temps quand on parle de l'univers dans le temps. Nous allons nous poser 4 questions. 4. Juste 4. Mais nous allons essayer de les documenter le plus possible pour que vous ayez des certitudes, des réponses nouvelles et que vous sortiez de cette salle enrichis. Première question, puisqu'on parle toujours du Big Bang, mais au fond, c'est quoi le Big Bang? Qu'est-ce que c'est? C'est notre première question. La deuxième question, c'est, mais on parle de cette énergie colossale du Big Bang, mais d'où vient-elle cette énergie? Et troisième question, puisqu'on parle de l'avant Big Bang, d'où viendrait cette énergie? Mais qu'est-ce qu'il y avait avant? C'était quoi? Qu'est-ce qui a précédé la naissance de notre univers? Et quatrième question, elle touche directement le contenu de notre rencontre d'aujourd'hui, puisqu'on parle de ce qui existait avant le Big Bang comme de quelque chose d'immatériel, de totalement immatériel. Qu'est-ce que c'est que cette immatérialité? Voilà les 4 questions que nous allons parcourir ensemble, avec au préalable, juste pour commencer, un petit équipement. Quand on va vers la physique, vers les mathématiques, la physique mathématique, la physique théorique, vous l'avez entendu tout à l'heure avec Philippe, avec Jean, il y a des concepts qui sont parfois complexes et qu'il faut dominer, mais il y a aussi des concepts dits fondamentaux, des concepts de base, qu'on ne maîtrise pas toujours.
Alors, quand on parle d'espace-temps, on parle de matière, d'énergie, d'espace et de temps. Matière, énergie, espace et temps. L'énergie d'abord. Le réel est un petit peu comme une maison à 3 étages, avec la matière solide, sur laquelle vous êtes assis en ce moment, sur des sièges, c'est solide, tout ça. On touche la matière, elle est là. Le deuxième étage, c'est quelque chose de plus subtil, c'est ce qu'on appelle l'énergie, justement. L'énergie, on la voit, on en voit les effets, par exemple, les photons qui par milliards volent dans cette salle et nous éclairent, mais on ne peut pas les toucher, les photons. On ne peut pas toucher la force de gravitation qui fait que cette feuille tombe. Il y a 4 interactions dans l'univers, 4. Il faut que vous ayez ça en tête et retenez-les parce que c'est aussi le petit message que je voudrais que vous ayez bien dans votre esprit. 4 forces dans l'univers. J'en ai cité une, elle est à très grande portée, elle va à l'infini, c'est la gravitation. J'en ai cité une seconde, elle est également de portée infinie, c'est ce qu'on appelle la force électromagnétique, et donc c'est la lumière. La troisième, elle travaille dans l'infiniment petit. C'est ce qu'on appelle la force faible. C'est une force qui se compare à la désintégration radioactive. Vous en avez tous entendu parler, bien sûr. Et enfin, la dernière, elle est plus mystérieuse, elle est encore plus petite, elle est très confinée, elle est à l'intérieur du noyau, c'est une force nucléaire, puisqu'elle assure la cohésion des particules élémentaires qu'on appelle les quarks à l'intérieur du noyau, et c'est ce que l'on appelle la force forte. Force forte, faible, électromagnétique et gravitation. Vous avez là les 4 mousquetaires qui font la réalité. Ces 4 mousquetaires étaient déjà là il y a bien longtemps. Et cela nous amène à parler du Big Bang, puisque c'est le moment où ces forces vont apparaître. J'ai parlé tout à l'heure de l'énergie. Encore un mot sur l'énergie. Ayez cela en tête. Celui qui a fait progresser nos connaissances sur l'énergie de manière phénoménale, c'est le grand Einstein, le génial Einstein. En 1905, il publie 3 articles fondamentaux et l'équation la plus célèbre du monde en a résulté. Vous allez tous la dire en chœur. Ah, regardez-moi ça, c'est comme à la messe. E égale mc carré, mes amis. Juste pour que vous ayez en tête quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Vous voyez cette feuille de papier que je tiens dans la main? Cette feuille de papier contient de l'énergie. Mais je peux la calculer, cette énergie, grâce à E égale mc carré. E, c'est l'énergie, m, c'est la masse, c, c'est la vitesse de la lumière, ce qu'on appelle la célérité de la lumière, et au carré, ça fait quelque chose de gigantesque. Donc, cette feuille qui pèse à peu près 12 grammes, elle est légère, eh bien, savez-vous que quand je la convertis en énergie, grâce à E égale mc carré, c'est purement mathématique, faites le calcul, vous le verrez. L'énergie qui est contenue dans cette feuille est équivalente à 12 fois l'énergie qui s'est libérée de manière catastrophique à Hiroshima. La bombe atomique d'Hiroshima, eh bien, elle est battue 12 fois par cette simple feuille de papier. J'espère que cela vous donne déjà une idée des échelles dans l'univers et de ce que signifie vraiment l'énergie, de ce que signifie vraiment E égale mc carré. Grâce à E égale mc carré, si vous prenez simplement 1 litre d'eau, vous pourrez, converti évidemment en énergie, vous pourriez, avec votre voiture, voyager pendant des années. Et puis, toute la ville ici de Toulouse pourrait être alimentée en électricité pendant 1 an, grâce à E égale mc carré et 1 litre d'eau seulement. Voilà ce que l'énergie nous réserve déjà comme surprise. Maintenant, on parle d'un univers naissant. Tout cela, ça vient d'un moment où l'univers, il y a très longtemps, est né. Qu'est-ce que le Big Bang? La première question.
Le Big Bang, c'est donc la naissance de la matière, de l'énergie, de l'espace et du temps. Comme l'a dit d'ailleurs le très grand Saint Augustin, l'univers n'est pas né dans le temps, mais avec le temps. L'évêque d'Hippone, en 380, avait une intuition de génie, car il a devancé la relativité de 1700 ans. En effet, tout ça, ça naît en même temps. On dit que le Big Bang est une explosion. Oui, quelque part, ça se compare à une explosion. Ce n'est pas une explosion, mais ça se compare à une explosion primordiale d'où va jaillir donc ces quatre éléments sont la matière, l'énergie, l'espace et le temps. Quand est-ce que cela se passe? Cela se passe il y a très longtemps, mais ça a été calculé grâce à des satellites astronomiques, notamment le dernier qui était lancé le 14 mai 2009 par la NASA d'un côté et en collaboration directe et dominante par l'Agence spatiale européenne et le CNES, le satellite Planck, qui a permis de calibrer très exactement l'âge de l'univers. 13 milliards et 820 millions d'années. Le chiffre est exact. 13 milliards et 820 millions d'années. À quoi ressemblait l'univers à cette époque-là? À quoi ressemblait l'univers au moment du Big Bang? C'est là où il faut faire un immense effort, comme l'a fait un génial mathématicien qui a publié son premier article à l'âge de 15 ans et demi. Vous imaginez, c'est un Russe. C'était en 1922, il y a presque 100 ans. Il a contredit Einstein, car depuis effectivement très longtemps, depuis les Grecs, et jusqu'à Einstein lui-même, on pensait que l'univers était fixe, qu'il n'avait donc jamais eu de commencement. Et voilà que Alexander Friedman, russe perdu quelque part dans un centre de météorologie, d'observation du ciel, juste pour savoir le temps qu'il fait, il a l'avantage d'être grand mathématicien et aussi de maîtriser parfaitement l'allemand, et il tombe sur les équations de la relativité générale qu'il découvre en 1920. Vous savez que Einstein a construit la relativité générale, la découverte, en 1916. Autant j'ai cité d'ailleurs E égale mc carré, autant je vais vous dire, parce que c'est pour le plaisir, les équations de la relativité générale. Est-ce que vous voulez que je vous donne l'équation de la relativité générale, comme ça? On est d'accord? Je le fais? Allez, je le fais. Concentrez-vous bien, c'est presque comme un poème, c'est d'une beauté absolue. Oui, c'est un poème. C'est un poème. Je vais le faire un peu comme Fabrice Lucchini, vous savez. Je vais le faire comme ça. Je vais le faire comme Fabrice Lucchini. R menu plus un demi de G menu R plus un demi de G menu R égale kappa T menu égale kappa T menu. Je répète pour vous, et vous avez la quintessence de la relativité. Je répète, R menu plus un demi de G menu R égale kappa T menu, kappa T menu, kappa T menu. Mais c'est d'une beauté inouïe, vous êtes d'accord? C'est la poésie pure. Nous y sommes, la quintessence de la science se trouve là. C'est le monument le plus beau qui ait jamais été édifié du point de vue de la compréhension de l'espace-temps. R, c'est ce que l'on appelle, non pas, R, c'est pas un scalaire, c'est-à-dire c'est pas un nombre. R, c'est la courbure, et c'est décrit par ce qu'il appelle un tenseur de courbure, un tenseur de courbure, un tenseur, parce qu'on est dans le calcul tensoriel. C'est au-delà du calcul scalaire, au-delà du calcul vectoriel, on entre dans le règne des tenseurs. Donc, tenseur de courbure d'un côté, et de l'autre, T menu, c'est le tenseur énergie-impulsion. Et tout le génie d'Einstein a été de réaliser qu'il existait une équivalence parfaite entre, d'un côté, le contenu en énergie de l'univers et de l'autre, le contenu géométrique. Ah,
Vous avez entendu le contenu géométrique. Vous qui êtes des élèves de prépa maintenant, très avancés, vous allez passer bientôt évidemment au stade de la licence. Vous avez bien compris que d'un côté, on a quelque chose de matériel, l'énergie, E égale mc carré, et de l'autre, on a quelque chose d'immatériel. Ah, on a déjà un premier indice qu'il pourrait exister un au-delà de la matière et que c'est équivalent. C'est merveilleux de se dire que le contenu géométrique de l'univers, la courbure, est équivalente à ce que l'on appelle l'énergie matière. Et ça nous ramène vers la très belle question de tout à l'heure. À quoi ressemblait l'univers à ce moment-là? Pour Einstein, ses équations le disaient, selon lui, elles devaient refléter un univers éternel, statique. Elles devaient. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Alors Einstein, qui voit ces équations, il est troublé, car il se dit, mais voyons, l'univers que j'observe ne bouge pas, rien ne bouge dans l'univers. Et pourtant, mes équations, mes propres équations, me disent que l'univers bouge, qu'il est dynamique, qu'il est en expansion. Qu'il est en expansion. Mais ce n'est pas possible. L'anecdote le dit, et c'est une vérité historique, il s'est tourné à ce moment-là vers sa bonne, qui s'appelait Martha, et lui a demandé, « Martha, lorsque vous regardez vers le ciel, est-ce que l'univers bouge ?» Et Martha lui a répondu, « Nein, nein, Meister, nein, l'univers est fixe. » Et il en a conclu que l'univers devait être le reflet de ces équations. Et donc, pour qu'il soit fixe, il a rajouté un terme qu'on appelle la constante cosmologique et qui a fixé dans son esprit à tout jamais l'univers. Donc il a faussé ces équations. Or, cette petite falsification qu'Einstein a considérée comme étant la plus grande erreur de sa vie, il l'a dit plus tard à Gamow, dans les années 40, Friedman, brillant mathématicien, en Russie, à Saint-Pétersbourg, au laboratoire en fait, de Petrograd, de météorologie, lit les équations, voit qu'il y a un forçage des équations et dit non, c'est pas possible, il faut retirer le terme qu'il appelle la constante cosmologique, donc Einstein, c'était son nom, il enlève cette constante, et là, qu'est-ce qui en résulte, mes amis? Là, vous allez voir, on va retrouver l'équation que je vous ai dite tout à l'heure, intacte, c'est-à-dire R menu plus 1 demi de G menu R égale kappa T menu, et là, ça décrit un univers en expansion. C'était en 1922. Pour la première fois, on tenait une preuve théorique que l'univers n'était pas fixe. Pour la première fois. Il fallait faire du chemin. Ce chemin a été fait par un mathématicien. Einstein, évidemment, s'est cabré, mais a fini par reconnaître en 1924 que Friedman apportait un nouvel éclairage. Il l'a reconnu du bout des lèvres, mais il l'a quand même reconnu. C'est la grandeur de cet esprit brillant qu'était Einstein, d'avoir l'humilité de reconnaître qu'il avait fait fausse route. Oui, l'univers n'était pas fixe. Et donc, il avait une origine. Et donc, comme le disait Friedman, dans un livre, il a condensé cette idée. Le livre s'appelle « L'univers comme espace et temps », publié donc en 1923. Et le grand Friedman dit, au début, il y a des milliards d'années, l'univers n'était pas plus grand qu'un point. Un point mathématique. Réfléchissons ensemble. Dans son excellent livre, John Stone, le livre qui a été présenté rapidement ce matin, nous dit, c'est inouï, c'est incroyable de penser qu'à un moment, l'univers, avec les milliards de galaxies qu'il contient et les milliards d'étoiles par galaxie, se trouve condensé à un moment en une particule qui est très, 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 très petite. Au moment du Big Bang, l'univers n'est pas plus gros qu'une poussière infiniment petite, 1 milliard de fois plus petite que le noyau d'atomes d'hydrogène. Vous imaginez? 1 milliard de fois plus petite. C'est incroyable.
Et quand on comprime de la matière, vous le savez, quand vous vous servez d'une pompe pour gonfler votre vélo ou bien les pneus de votre voiture, vous avez de la condensation, vous condensez, vous comprimez, et donc vous échauffez. Ça veut dire que l'univers, à cette époque-là, était chaud, très, très chaud, incandescent, inimaginablement chaud. Je vous donne le chiffre. 10 puissance 32 degrés. Alors, vous savez tous ce que sont les puissances, vous qui êtes maintenant en licence. Quand je dis, par exemple, 10 puissance 1, ça fait combien? Ça fait 10. 10 puissance 2, 100. 10 puissance 3, 1000. Voilà. Il suffit de compter le nombre de zéros. 10 puissance 32, ça veut dire qu'il y a 32 zéros derrière le 1. Et ça fait donc, pour 10 puissance 9, 1 milliard, 10 puissance 18, 1 milliard de milliards, 10 puissance 27, 1 milliard de milliards de milliards, et 10 puissance 32, il faut rajouter 5 zéros, c'est-à-dire 100 000. La température de l'univers au moment du Big Bang est de 100 000 milliards de milliards de milliards de degrés. À l'instant du Big Bang. C'est tout juste inouï quand on sait que la température à l'intérieur du Soleil est d'à peine 100 millions de degrés et qu'à la surface, elle est de 6 000 degrés. Vous voyez donc le saut gigantesque, inouï. 100 000 milliards de milliards de milliards de degrés. On est loin, très loin. C'est une température unique dans l'histoire de l'univers. Et cette température unique ne va pas durer longtemps. En raison de l'expansion qui commence, là, au moment du Big Bang, le grand souffle universel et cosmique emporte l'univers très vite, en quelques dixièmes de seconde, grâce à ce qu'on appelle l'inflation cosmologique. Il va grandir dans des proportions colossales. Et la température va chuter de manière dramatique. En 3 minutes à peine, elle va tomber à 1 milliard de degrés, 180 secondes plus tard, après la naissance du Big Bang. Or, en 180 secondes, il faut que vous le sachiez, tous les noyaux d'atomes d'hydrogène ont été formés. Je fais une parenthèse plus tard sur ce point, car il est extrêmement important, vous verrez pourquoi. Donc, l'univers est très petit, très énergétique, très chaud. Son énergie est de 10 puissance 19 giga-électronvolts. Une énergie inconcevable pour un objet si petit. Et la résultante de cela, c'est qu'en quelques instants, comme je l'ai dit, tout ça se déploie et commence la grande aventure de l'expansion, c'est-à-dire cet agrandissement de l'univers qui à chaque instant change d'échelle, grandit et grandit et grandit encore. Et aujourd'hui, 13 milliards et 820 millions d'années plus tard, il continue de grandir et de grandir et de grandir encore. Pourtant, c'est un adolescent, l'univers. Quand on regarde en direction du passé, juste 13 milliards d'années ont passé, il y a encore énormément de temps devant nous. Quand on parle de milliards, vous savez, il faut juste que vous sachiez que si, c'est des chiffres qui sont un peu abstraits, mais si par exemple là, dans cette salle, je veux dire, voilà, on va compter jusqu'à 1 milliard au rythme de 1 chiffre par seconde. 1, 2, 3, 4. Combien de temps allons-nous rester ensemble dans cette salle, selon vous? Longtemps. Ah, il faut applaudir, c'est trop beau. Bravo. Ça a fait très longtemps, très, très, très longtemps, car il faudra rester ensemble, compte tenu d'ailleurs du fait que ça devient de plus en plus long à mesure que les chiffres s'allongent, les nombres s'allongent. 80 ans, mes amis. 80 ans. Et on parle juste de 1 milliard. Alors quand on parle évidemment de milliards, vous voyez ce que cela veut dire. Donc, l'univers est quelque chose de très mystérieux à cette époque. Très mystérieux. L'expansion va l'amener jusqu'au moment où il devient visible,
car dans toute cette période de plusieurs milliers d'années, il est resté invisible. Au moment du Big Bang, c'est invisible. À l'an 10 000, c'est invisible. L'an 100 000, c'est toujours invisible. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'an 380 000, où enfin, la température est tombée suffisamment bas pour que les photons, les grains de lumière, se détachent de la matière et commencent leur longue course dans l'univers. À ce moment-là, l'univers a atteint l'an 380 000 et il a tout juste 3000 degrés. Alors qu'on est parti, vous vous souvenez, de 100 000 milliards de milliards de milliards. Donc 3000 degrés de température, c'est assez bas déjà. Enfin, c'est quand même, ça reste encore très chaud. C'est la moitié de la température à la surface du Soleil. C'est encore très chaud. Et figurez-vous que dès 1989, on a photographié le visage du bébé univers, le bébé univers bébé, tel qu'il apparaît dans sa toute jouvence, ce bébé univers, qui n'est pas encore évidemment doté ni de matière, ni de, évidemment, la matière telle que nous la connaissons, en tout cas, ni d'étoiles, ni de galaxies, ni de constellations, rien de tout ça. Il y a juste un plasma chaud, avec des petites différences de température de 1/100 millième à 2 millionièmes de différence d'un point chaud au point froid. Et on le verra tout à l'heure, ça a une importance colossale, cette petite différence. Mais revenons au Big Bang. Le Big Bang, lui, se produit à un moment qu'on appelle l'instant de Planck. Planck est un immense physicien qui était le deuxième prix Nobel dans l'histoire des remises de prix Nobel. C'est le fondateur de ce qu'on appelle la mécanique de l'infiniment petit, c'est-à-dire la mécanique des atomes, des particules élémentaires. Or, cet instant de Planck est un instant très, très, très petit. 10 puissance moins 43 secondes. Alors, pour vous, les mathématiciens, ça n'a aucun secret, les puissances négatives. Une puissance négative est l'inverse d'une puissance positive. C'est-à-dire c'est 1 sur 10 puissance 43. C'est-à-dire c'est 0, et 42 zéros avant de trouver le petit 1 au bout. Vous voyez que c'est petit. C'est milliardième de milliardième de milliardième de centimètre. 10 puissance pour le temps de seconde. Et c'est très petit puisque c'est 10 puissance. Alors c'est vraiment tout à fait, il faut que vous ayez ça en tête, tout à fait inouï de penser à ces puissances négatives aussi élevées, 10 puissance moins 33 cm. 1 0, une virgule, 32 zéros derrière, le petit 1 au bout. Ça, c'est l'univers naissant. Mais vous avez remarqué, vous qui suivez au mot près, oui, et même qui précédez, j'en suis sûr, vous qui précédez, vous avez remarqué que quand on parle d'un temps qui est le temps de Planck, 10 puissance moins 43 secondes, eh bien, le temps est certes très petit, mais il n'est pas nul. Et puis, l'univers, il était très petit, mais il n'était pas réduit à zéro. Ce n'est pas un point mathématique. D'où la deuxième question que nous allons poser maintenant. Mais d'où vient cette énergie primordiale qui se déclenche dans le vide à l'instant de Planck qui n'est pas à l'instant zéro? Posez-vous cette question avec moi. D'où ça vient? D'où vient la force colossale qui aujourd'hui est accélérant d'ailleurs, puisque on le sait depuis 1999, au moment où j'ai soutenu ma thèse de doctorat à l'école polytechnique, lorsque j'ai fait cette annonce que l'univers allait accélérer son expansion, j'ai été très mal reçu par le jury, parce qu'il n'y avait pas de preuve à l'époque, mais une année plus tard, on a eu la preuve parfaite, qui a d'ailleurs rapporté le prix Nobel aux 3 découvreurs de cette accélération de l'expansion de l'espace-temps. Ça continue. Ça se rue dans le vide, mais de plus en plus vide. Alors, ça nous donne quand même une bonne nouvelle, c'est que ça ne reviendra pas en arrière. Dans les années 70, 80, jusqu'en la fin des années 90, on pensait qu'il pourrait y avoir ce qu'on appelle un big crunch, c'est-à-dire un moment où l'univers reviendrait sur lui-même. Bien, pas du tout. On sait maintenant que l'univers va continuer sa course, et ça a une conséquence par rapport à
ce dont nous parlons aujourd'hui concernant l'immatériel, l'invisible. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc, il y a lieu de se poser la question de ce qu'il pouvait y avoir avant, qui a déclenché cette explosion primordiale. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? C'est la troisième question que nous nous posons maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? C'est une question mais qui est absolument hallucinante. Mais pour qu'elle ait toute sa validité, pour qu'elle soit vraiment ancrée dans votre esprit comme étant valide d'un point de vue scientifique, il faut que nous revenions un tout petit peu en arrière et que nous répondions à une sous-question annexe. Écoutez bien, est-ce qu'il existe des preuves que le Big Bang est la bonne théorie et que le Big Bang a vraiment existé? Einstein ne pensait pas. Et puis d'autres scientifiques, encore aujourd'hui, sont plutôt pour dire oui, mais l'univers, il est quand même statique, même si, vous savez, le grand adversaire des tenants du Big Bang, c'était notamment Fred Hoyle dans les années 60, qui était pourtant le grand maître des mathématiques appliquées à la cosmologie et à l'astrophysique à l'université de Cambridge. Et beaucoup de physiciens sont encore de cet avis. Donc, est-ce que nous avons des preuves que le Big Bang a bel et bien existé? Eh bien, moi, je vais vous donner 3 preuves. 3. La première preuve, c'est en 1929 qu'elle est arrivée. Grâce à un immense astronome dont vous connaissez tous le nom, qui s'appelle Hubble, qui a donné son nom à un télescope. Et Hubble a découvert, figurez-vous, que ce qu'il avait découvert en 1925, c'est-à-dire les millions d'autres galaxies qui peuplaient l'univers, alors que jusqu'alors, en 1924, on pensait encore que l'univers était réduit à juste une seule galaxie, la Voie lactée, la nôtre. En fait, il a découvert et publié le 31 décembre en cadeau aux Américains et au monde entier, pour la Saint-Sylvestre, il publie et il dit « L'univers est beaucoup plus grand qu'on ne le croit. Il y a des milliards de galaxies dans tout l'univers, dans le cosmos. » Or, il ne savait pas encore parce qu'il n'avait pas fait la mesure, mais grâce à son fidèle compagnon de pensée et de recherche qui s'appelait Hugh Mason, ils ont découvert, avec le grand secours du grand télescope qui était le plus grand du monde, le télescope du mont Wilson, 2,54 m d'ouverture. Le mont Wilson abritait à ce moment-là la fine fleur de ce qu'il pouvait y avoir de plus puissant au monde, le télescope Hooker. Il a découvert que les galaxies étaient pour la plupart en fuite les unes par rapport aux autres. C'était la première preuve de l'expansion. Einstein est venu, dès 1930, mettre son œil sur l'objectif du télescope Hooker, le constate et dit « Oui, la théorie de Friedman et, un peu plus tard, la théorie de l'abbé Lemaître, qui en 1927 avait dit la même chose, l'univers n'est pas fixe, il est en expansion. Désormais, je l'ai observé. Donc, c'est la première preuve du Big Bang. » La deuxième preuve du Big Bang va venir en 1948 de l'un des élèves du brillant Friedman, qui s'appelle Gamow, qui est un Russe. Et Georges Gamow s'est interrogé. Il s'est dit, mais pourquoi y a-t-il tant d'éléments légers dans l'univers? Oui, c'est vrai que les éléments légers sont hyper abondants. 98% de la masse de l'univers est constituée aujourd'hui d'éléments légers, c'est-à-dire essentiellement de l'hydrogène, des noyaux d'ailleurs d'hydrogène, puisque les noyaux concentrent toute la masse de l'édifice atomique, ou presque toute la masse, de l'hélium, de deutérium, qui est ce qu'on appelle l'hydrogène lourd, de l'hélium, du lithium, etc. Donc on est dans les éléments légers qui ont été fabriqués dans le premier quart d'heure de vie de l'univers, et pour l'hydrogène, dans les 3 premières minutes. D'ailleurs, ne l'oubliez pas, il n'y a pas d'eau ici, mais s'il y avait... Imaginez que j'ai un verre d'eau dans la main. Ce verre d'eau, il contient de l'hydrogène et de l'oxygène, et à chaque fois que vous avalez un verre d'eau, vous avalez des particules qui ont été fabriquées dans les 180 premières secondes et 3 premières minutes de vie de l'univers et plus jamais après. Et comme nous sommes tous composés d'eau, à plus de 70%, ça veut dire au fond que nous sommes tous des reliques cosmologiques, que nous portons tous la même signature
de ces mêmes particules qui ont été fabriquées dans les 3 premières minutes de la vie de l'univers. Et qu'est-ce que ça signifie? Si ce n'est que nous sommes bien, bel et bien, tous reliés par ce courant, ce flot de particules qui a été amené à l'existence dans la nucléosynthèse primordiale. La nucléosynthèse primordiale a été donc découverte par Gamow. Il a publié un article retentissant dans cette année-là, juste après la guerre. Et évidemment, c'était la deuxième preuve du Big Bang, parce qu'il fallait l'expliquer. Il fallait expliquer que finalement, pour que ces éléments légers soient si abondants, 98% de la masse de l'univers qui ont été fabriqués dans les 3 premières minutes, il fallait bien qu'il y ait une température très, très élevée. Et cette température ne pouvait exister que si l'univers était très petit et donc très chaud. Deuxième preuve. Troisième preuve, elle arrive en 1964, grâce à 2 jeunes chercheurs qui étaient en train de capter des signaux dans le ciel pour essayer de calibrer les signaux qui pouvaient exister entre un satellite et la Terre pour tout simplement créer l'Eurovision d'abord, puis ce qu'on peut appeler le relais mondial de la télévision, la mondovision télévisée. 2 jeunes post-docs, ils avaient 29 ans tous les deux. Ils s'appellent Penzias et Wilson, et ils sont à Holmdel, quelque part, dans le New Jersey. Ils ont une immense antenne astronomique, et ils ne peuvent pas se débarrasser d'un bruit inouï qui les obsède tous les jours. Ils entendent, ils écoutent, et ils entendent un bruit comme ça. Ce bruit, ils essaient de s'en débarrasser. Ils pensent que c'est peut-être la ville de Holmdel, à côté, dans le New Jersey, qui crée une pollution électromagnétique. Ils pensent aussi que ça pourrait être un nid de pigeons qui est là, installé dans l'antenne. Ils pensent encore que ça pourrait être une perturbation passagère, peut-être, pourquoi pas, un astre qui passerait, un astéroïde. Non, rien de tout ça. On ne peut pas se débarrasser de ce bruit uniforme qui est toujours là. Et finalement, la réponse viendra de collègues de Princeton qui arrivent un beau jour et qui disent « Vous nous avez coiffés au poteau, mes amis. Vous nous avez devancés. Ce que vous avez capté est tout simplement l'écho du Big Bang. » L'écho du Big Bang. On est en 1964. Ils auront le prix Nobel tous les deux en 1978. Et c'est considéré comme la plus grande découverte de tous les temps. C'est là la signature absolue, incontestable, du fait que comme on tape sur un tambour et que ça crée une résonance, cette résonance, on l'entend encore, et vous entendez encore, aujourd'hui, on l'entend, grâce à des antennes très fortes, cet écho. L'écho du Big Bang. C'est une température très faible, de 2 degrés 71, oui, au-dessus du zéro absolu, en Kelvin. 2 degrés en Kelvin, c'est-à-dire c'est à moins 271 degrés, en fait. Puisque la température absolue, le zéro absolu, est à moins 273. Voilà, le tableau, en fait, est complet. Grâce à ces 3 piliers qu'on appelle les 3 piliers du Big Bang, qui ont été complétés par l'observation de ce rayonnement fossile, qui ont montré l'image du bébé univers, 1000 fois plus petit, 1000 fois plus chaud qu'aujourd'hui, avec ces petites différences de température qui ont engendré dans les vides, les températures basses, c'est les vides entre les galaxies, et les températures plus hautes, 100 millième de degré en plus, c'est la matière dont vont naître beaucoup plus tard les premières étoiles, puis les groupes d'étoiles, puis ensuite les galaxies, et ainsi de suite. Donc, nous sommes en face d'un tableau qui est complet. Le Big Bang a bel et bien eu lieu, et maintenant vous en avez la conviction. Jusqu'à présent, je sens que vous aviez un doute. Mais oui, la science fonctionne grâce au doute. Ce que disait d'ailleurs le grand philosophe Nietzsche est tout à fait vérifié. Il disait, mais il n'y a que la certitude qui puisse rendre fou. Alors que le doute, lui, il rend sain d'esprit. Parce qu'il permet de chercher, il y a peut-être une autre voie, une autre façon de voir les choses. Et vous avez peut-être tout au long de cette petite conférence, vous avez, comme moi, cherché. On est au bout maintenant de la conviction qui nous permet de nous demander qu'est-ce qu'il y avait avant. Alors là, petit raisonnement, et on le fait ensemble. Puisque matière, espace et temps naissent au moment du Big Bang, cela signifie que matière, espace et temps n'existent pas avant le Big Bang.
C'est une conclusion tout à fait logique. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Que ceux qui ne sont pas d'accord lèvent la main. Mais je vois que nous sommes unanimes. Et oui, car la matière n'existant pas encore, elle est remplacée par autre chose, et cette autre chose est nécessairement immatérielle. Nécessairement. La matière naît au moment du Big Bang, donc avant, il y avait autre chose qui n'est pas matérielle. Et cette autre chose non matérielle, c'est ce que, en science, on appelle, et Philippe connaît très bien ça, Jean aussi, de l'information. Information. Alors là, le paysage pour vous, c'est clair. Mais oui, le paysage devient même lumineux. Information. Cette information, elle pourrait exister, là je prends des précautions scientifiques en disant elle pourrait. Pour moi, elle existe, mais enfin, disons qu'elle pourrait exister au voisinage de ce que les mathématiciens, physiciens, théoriciens appellent la singularité initiale de l'espace-temps qui marque le point zéro, le vrai point zéro. Le point zéro. Ce point zéro, c'est le zéro du temps et le zéro de l'espace. Il y a juste un point mathématique. Le point qui était d'ailleurs, d'une manière prophétique, entrevu par Friedman dans ses équations, qu'on appelle les équations de Friedman. Donc, nous sommes à zéro. Que se passe-t-il à cette échelle? On n'a plus de matière, on n'a plus que de l'information. On n'a plus de temps non plus. On n'a plus qu'un temps dit qui n'est plus le temps réel. Attention, le temps de nos montres n'existe plus à cette époque. Qu'est-ce qu'il y a à la place du temps imaginaire? Ah, je sens que les oreilles se dressent. Le temps imaginaire, est-ce que c'est une construction de l'imagination? Est-ce que c'est un temps que l'on pourrait comparer à un temps fantastique? Non, c'est un temps qui a une existence pour les mathématiciens depuis longtemps, depuis à peu près le début du XXe siècle. Le temps imaginaire, c'est tout simplement le temps, mais mesuré par des nombres imaginaires. Qu'est-ce que c'est que ça, les nombres imaginaires? Je vous donne tout de suite la réponse. Vous avez 3 familles de nombres réels. Les nombres entiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et relatifs, c'est-à-dire -1, -2. Bon, ça, ce sont les nombres entiers. Première famille de nombres réels. Deuxième famille de nombres réels, les nombres qui ne sont pas entiers. 1/2, 3/4, 5/8, et qu'on peut mettre sous forme de fraction. Fraction, c'est ratio, et donc, souvenez-vous de vos souvenirs de terminale, qui sont tout près, puisque vous avez tous à peu près 25, 28 d'âge, hein, c'est bien ça, hein, je ne me trompe pas. Vous êtes tout près du bac, peut-être même moins. Donc, ces nombres-là sont des nombres rationnels. Mais il y a aussi des nombres qui ne sont pas entiers et qu'on ne peut pas mettre sous la forme de fonction, on va dire, rationnelle, sous la forme de ratio, sous la forme de fraction. Ce sont les nombres irrationnels. Par exemple, pi ou le nombre d'or, phi, sont des nombres qui s'en vont derrière la virgule à l'infini et on ne pourra jamais les arrêter par une fraction exacte, par une division exacte. Et là, on a le paysage des nombres réels. Et quelle est leur caractéristique à ces 3 familles de nombres? Entiers, rationnels, irrationnels. Leur carré est toujours positif. Toujours, toujours, toujours. Si bien que, si vous voulez résoudre une équation de type x au carré moins 1 égale 0, vous allez avoir x au carré égale, donc vous mettez le moins 1 de l'autre côté, dans le membre de droite, vous avez donc x au carré égale 1, ce qui veut dire que x est égal à racine de, plus ou moins racine de 1, et donc plus ou moins 1. On est d'accord? On est bien d'accord. Mais attention, si maintenant je veux résoudre l'équation qui pourtant paraît beaucoup plus simple, qui est x au carré plus 1 égale 0,
Ça, c'est le problème que s'est posé Descartes. Descartes s'est posé ce problème au XVIIe siècle. Et vous allez voir comment il l'a résolu. X au carré plus 1 égale 0, ça nous donne x au carré égale moins 1, et donc x égale racine carrée de moins 1. Mais c'est pas possible, on ne peut pas extraire une racine négative. Vous le savez, vous, les mathématiciens. Vous qui êtes tous mathématiciens ici. Tous, sans exception. Racine de moins 1, ça n'existe pas. Donc, il a fallu faire quelque chose pour résoudre quand même, parce que c'est pas possible, x au carré plus 1 égale 0, on ne peut pas avoir de solution. Eh bien, la solution, on va la trouver en découvrant une nouvelle famille de nombres qu'on appelle les nombres imaginaires, dont le carré est toujours négatif. I, c'est le titre ou le nom qu'on va donner à ces nombres, et au carré, ça fait moins 1. I2 égale moins 1. 2I2 égale moins 4, et ainsi de suite. Donc, racine carrée de moins 1 devient racine carrée de I au carré. Et donc, la solution, c'est x égale plus ou moins I. On est d'accord? Mais oui, je sens qu'on est d'accord. Je le vois. Et je vois que il y a comme un frisson de bonheur. Mais oui, ça se perçoit. Ça se perçoit car là, on touche un des secrets profonds, et vous êtes très élevé maintenant dans la physique, plutôt dans la physique mathématique. Mais une fois qu'on a ces nombres imaginaires, on va s'en servir pour mesurer le temps. Et grâce à cette mesure, on va atteindre ce qu'on appelle le temps imaginaire. Si je mesure le temps grâce à des nombres imaginaires, je vais envoyer t flèche it. Et quand on est dans it, on est dans i fois t, on est dans le temps imaginaire. C'est un temps qui, pour les mathématiciens physiciens ou les physiciens mathématiciens, est extrêmement concret. Si vous prenez le plan complexe, vous avez l'axe du temps qui est horizontal, et vous faites basculer l'axe du temps vers la verticale, exactement comme pour les nombres complexes, et vous avez une nouvelle direction du temps, qui est la direction du temps imaginaire. Quelle merveille! On pourrait se demander si c'est une fiction, ce temps imaginaire, mais pas du tout. Tout à l'heure, Jean nous a parlé, ce matin, de ce que l'on appelle les corrélations photons, les expériences qui montrent qu'on peut instantanément faire voyager un signal d'un point à un autre, à condition d'avoir corrélé quantiquement donc des particules, par exemple des photons. Moi, j'ai assisté, et j'ai même filmé pour TF1, la première expérience, l'expérience d'aspect dont a parlé ce matin notre ami Jean. Je l'ai filmé au laboratoire d'optique de Orsay, et j'ai vu cette sorte de prodige qui laisse évidemment pantois tous les physiciens, et encore aujourd'hui, où on voit une particule élémentaire dont on change la polarité à gauche, et à droite, à des mètres de là, 12 mètres de là, on change instantanément. Mais instantanément, c'est-à-dire que ce n'est pas que le signal se propage à la vitesse de la lumière, pas du tout, c'est instantané. Et par quoi va passer ce signal? Comme l'a dit Gisin, il sort de l'espace-temps, et sortant de l'espace-temps, le signal se propage instantanément. Instantanément. D'ailleurs, la relativité ne nous dit pas autre chose. Quand vous prenez, par exemple, l'équation t égale t0, facteur de racine carrée de 1 moins v2 sur c2. C'est facile. Non, c'est vrai que c'est facile. Racine carrée de 1 moins v au carré. V, c'est la vitesse d'un mobile, et c, c'est la vitesse de la lumière. Alors, vous savez, ça, c'est la vraie expression de la relativité, parce que normalement, il faut toujours mettre ce facteur, racine carrée de 1 moins v2 sur c2, devant mc carré. Mais peu importe. Non, on va simplifier. Non, mais regardez bien, t égale t0 facteur de racine. Alors, ça veut dire que nous avons deux formes du temps. Nous avons t0, et puis t facteur de racine 2. Lorsque v est très inférieur à c, on a racine carrée de 1, donc on a t égale t0. Les deux temps se chevauchent, coïncident. Mais lorsque la vitesse du mobile v est supérieur à c, ça veut dire qu'on sort de ce qu'on appelle le cône de lumière de l'espace-temps, on bascule dans l'ailleurs, c'est-à-dire dans la région du temps imaginaire. Attention, vous allez voir pourquoi. On a t égale t0, facteur de racine carrée de 1 moins v au carré sur c2. Donc v étant supérieur à c, on a donc un nombre négatif sous la racine, ce qui veut dire qu'on ne peut résoudre cette équation qu'en passant par les imaginaires. On a donc
t facteur de t0, racine de i au carré, ce qui veut dire qu'on va résoudre en disant t égale t multiplié par i, c'est-à-dire it. Regardez, on est passé dans les nombres imaginaires, dans le temps imaginaire. Le temps imaginaire. Mais il est là. Vous l'avez vu dans les équations, c'est facile, vous l'avez vu. Voulez-vous qu'on recommence? Non. C'est pas la peine. On a tout maintenant, on a tout pour comprendre que le temps imaginaire est une réalité que les physiciens expérimentent et puis que les mathématiciens utilisent tous les jours. Moi, dans ma thèse, j'ai utilisé, mais de manière large, le temps imaginaire. Mais ce n'est pas pour rien, car le temps imaginaire va nous donner accès à l'information. Pourquoi? De même que le temps réel, et ça, les physiciens l'ont calculé, est ce que l'on appelle en physique, tenez-vous bien sur vos sièges, la transformée de Fourier de l'énergie. Donc le temps et l'énergie forment un couple qu'on appelle une conjugaison. Ce sont des variables conjuguées. De la même manière, je me suis posé d'ailleurs la question dans ma thèse, mais alors le temps imaginaire, il est variable conjuguée de quoi? J'ai calculé la transformée de Fourier et je suis arrivé à la conclusion toute simple, toute bête, selon laquelle le temps imaginaire est la variable conjuguée, mes amis, c'est inouï ce que vous allez découvrir là, de l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'instant zéro dont on parle, à l'instant zéro qui vit, lui, dans le temps imaginaire pur, eh bien, il n'y avait que de l'information. Tout était information à cette époque-là. L'information au sens de Boltzmann et surtout au sens de ceux qui ont suivi et qui ont créé la théorie de l'information. S égale K, logarithme de W, W étant des degrés de liberté, K étant la constante de Boltzmann, le logarithme, vous savez ce que c'est. Rien de compliqué. Donc, l'information. L'information serait donc là, à l'instant zéro, et vit en temps imaginaire. Cette information, c'est le principe de Landauer qui nous l'apprend. On peut comprendre qu'elle se convertit brutalement en énergie. Je ne peux pas entrer trop dans les détails de cette conversion, mais au moment du Big Bang. Une partie de cette information se convertit au moment du Big Bang, et donc engendre la fameuse énergie dont j'ai parlé tout à l'heure. Et les calculs le montrent, la quantité d'information qui existe au point zéro correspond très exactement à la quantité d'énergie qui est libérée au moment du Big Bang. C'est inouï, mais c'est vrai. Landauer a vu démontrer son fameux principe. Landauer était le plus brillant mathématicien chez IBM dans les années 60, 64, 65. Et il a été démontré en 2012, il n'y a pas longtemps, à Stuttgart, par une équipe très brillante de physiciens expérimentateurs allemands. Ça a émigré ensuite au Max Planck Institute. Donc, la conversion énergie, matière, E égale mc carré existe, mais il y a une autre équivalence que je vous demande de méditer, c'est la conversion énergie-information. C'est la même chose. La dernière question qui se pose, avant qu'on rende l'antenne, c'est un réflexe. C'est un réflexe, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas connu parce que vous êtes beaucoup trop jeune. Non mais c'est vrai, hein, je pense que vous avez... Personne d'entre vous n'a connu une émission qui s'appelait Temps X. Non, personne. C'est vrai? Comme on dit quand on repose des questions sérieuses. Hein? Ben, oui, en fait, Temps X, oui, on s'est posé toutes ces questions dans Temps X avec Igor. Voulez-vous que je vous fasse la première émission de Temps X? Ça, c'était donc le 21 avril, c'est dans pas longtemps, là, le 21 avril 1979. Et dans la première émission de Temps X, je suis apparu un peu raide quand même dans ma combinaison. Et je dis bonjour à tous. Regardez la voix, parce que c'était la voix de l'époque, un peu métallique. Bonjour à tous. Temps X est votre magazine. Le magazine de tous ceux qui, s'intéressant à l'avenir, souhaitent en découvrir certains aspects. Et hop, c'était parti pour 10 ans. Mais Temps X nous a permis de nous poser ce genre de questions, notamment sur les trous noirs, sur les régions extrêmes de l'univers et sur l'avant Big Bang. On a été en 1989
les premiers à proposer un modèle qui était très rudimentaire, n'avait rien de mathématique, qui était purement intuitif sur ce qui avait pu se passer avant le Big Bang. Et on a repris après cette interrogation dans Dieu et la science, donc livre que nous avons fait avec le philosophe chrétien Jean Guiton, et où nous avons poussé plus loin la réflexion sur l'avant-Big Bang, justement. Et ça nous amène, donc, je le disais, vers le dernier quartier. Le dernier quartier, c'est... Mais de quoi est faite cette information ? Eh bien, cette information, elle est faite justement de choses immatérielles. Les grandes constantes cosmologiques, les grandes constantes de l'univers, des nombres purs, des nombres qui sont indépendants de toute unité de mesure. Par exemple, la constante de structure fine, 1 sur 137, mais après beaucoup de chiffres encore derrière 137. Un nombre dont le grand Feynman, prix Nobel 1965, un des plus grands, peut-être le plus grand vulgarisateur de la physique théorique aux États-Unis, a dit ce nombre qui règle donc l'intensité de la force électromagnétique, on voit, il est à l'œuvre là, à l'instant même où je parle, ce nombre pur qui n'a pas d'unité de mesure, il est là, et c'est lui qui règle parfaitement le flot de lumière qui nous éclaire. Mais il disait, d'où vient ce nombre ? Et il répondait, il a dit cela dans un article brillant, personne ne connaît l'origine de ce nombre pur, personne. Il semble écrit ce nombre de la main de Dieu. Il a osé le dire. Il n'a même pas été critiqué pour ça. Parce que, après tout, ce nombre, personne ne peut dire d'où il vient. Et si je vous pose la question de l'origine du nombre pi, la fabuleuse constante d'Archimède, 3, 14, 15, 92, 65, 35, vous savez que j'ai appris, pour le plaisir, et ça va faire plaisir à John Stone, les 1000 premières décimales de pi. On s'amuse comme on peut. Les 1000 premières décimales de pi. Et donc, oui, et c'est assez long quand même, parce que déjà les apprendre, mais ensuite, après, il faut les dire, et il faut qu'il y ait des gens qui vous croient. Ça, c'est le plus difficile. Il faut être cru. Mais c'est vrai que si, ce nombre inouï, si vous changez au rang 1 milliard, alors, vous allez le vérifier tout à l'heure, au rang 1 milliard, vous avez un œuf. Si vous changez, si vous cassez cet œuf, si je suis bête, non. Mais si vous changez le 9 par un 8, non seulement vous allez détruire pi, mais vous allez détruire l'univers tout entier sur lequel repose pi, parce que pi est partout, dans toutes les grandes formules, toutes, sans exception, vous retrouvez pi. D'abord, vous retrouvez en mathématiques partout. Par exemple, lorsque vous faites la grande inversion des nombres entiers au carré, 1 sur 1 au carré, ça fait 1, mais plus 1 quart, plus 1 neuvième, etc. Donc 1 sur la suite des nombres entiers au carré, vous savez sur quoi ça tombe ? Le grand Euler a résolu ce problème qui a passionné les mathématiciens pendant 100 ans, pratiquement 90 ans, et qui avait été posé aux plus brillants mathématiciens de l'époque, les frères Bernoulli notamment. Eh bien, on tombe, figurez-vous, sur pi au carré divisé par 6, qui est là. D'où est-ce qu'il surgit ? Pourquoi ? Et pourquoi est-ce qu'on retrouve pi partout, dans tout ce qu'on appelle les grandes constantes, constante de Planck par exemple, la constante qui se trouve au moment du Big Bang, vous la retrouvez là, pi est partout. Donc quand on dérègle pi, on dérègle l'univers, sauf que personne ne peut répondre aujourd'hui à la question de savoir d'où vient le nombre pi, personne. C'est impossible, on n'a pas la réponse. D'où vient le nombre pi ? Eh bien, mon hypothèse, notre hypothèse, est que ces nombres purs, ces grandes constantes, ces grands paramètres qui règlent l'univers, non seulement du Big Bang, mais tout au long de la suite, aujourd'hui, pi, vous le calculez, pi est partout, vous le voyez, il est là, mais sauf qu'on ne peut pas l'attraper. On ne sait pas d'où il vient. D'où vient-il d'avant le Big Bang ? Où était-il à l'instant zéro ? Car dès l'instant zéro, il est là, puisqu'il est là dès le moment du Big Bang, donc avant. La dernière question qui se pose, c'est, mais puisqu'on parle de ces nombres, 3, 14, 15, pourquoi est-ce qu'ils ont cette valeur et pas une autre ? Pourquoi ? Qui donc a décidé de leur valeur ? Comment se fait-il qu'ils soient réglés à l'infini ? Je reviens sur pi. Mais pi,
il y a une infinité de décimales derrière la virgule, une infinité. Or, on le sait aujourd'hui, pour des raisons mathématiques profondes, on sait qu'aucune de ces décimales ne se résout au hasard. Aucune. Pi n'est pas livré au hasard. Pi est exact dans chacune de ces décimales. On ne peut pas le dérégler. Pas seulement parce qu'on détruit l'univers, mais parce qu'il est comme ça. Mais il est comme ça à l'infini. C'est vertigineux. À l'infini. C'est-à-dire que si on comptait avec les décimales de pi toutes les particules élémentaires de tout l'univers, au bout de 10 puissance 120, c'est à peu près le nombre de particules élémentaires, seulement 10 puissance 120 qu'il y a dans tout l'univers, eh bien, il y a encore une infinité. On n'aurait même pas commencé à compter pi. Et pi va continuer à l'infini. Quelle est donc la cause infinie qui a pu engendrer ce nombre infini? Quelle est la cause infinie qui a pu engendrer ce nombre qui fuit à l'infini de manière si exacte et qui est si réglé à l'infini? Ça nous amène vers la question ultime, celle qui a été posée par un jeune enfant en 1936 à Einstein. Einstein, en 1936, a été chassé par les Allemands en 1933. Il est installé aux États-Unis et dans le plus grand institut de recherche du monde, à l'Institut des sciences avancées. Et là, il sort d'un cours qu'il vient de donner. Et il tombe sur un enfant qui le reconnaît. Évidemment, Einstein est une vedette connue dans le monde entier. L'enfant vient vers lui, il a 9 à 10 ans, et lui demande « Maître, est-ce que... Oh, répondez-moi, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Einstein dit « Mais c'est une question beaucoup trop profonde, mon petit, beaucoup trop sérieuse pour que je te réponde comme ça. Donne-moi ton adresse et je te répondrai par écrit. » Et 15 jours plus tard, Einstein envoie cette lettre, et la lettre est aujourd'hui célèbre dans le monde entier. Elle dit ceci: « Mon cher petit, tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. » Einstein, 1936. Je voudrais que cette phrase résonne en profondeur, non seulement dans votre esprit, mais au-delà, dans ce qui fait la quintessence de votre questionnement sur le sens de l'univers, sur la manière dont nous devons individuellement et collectivement nous loger dans cette immense aventure cosmologique, qui repose sur quelque chose qui nous est tellement extérieur et qui pourtant nous touche tellement dans nos vies. Tellement extérieur parce que transcendant. Ce matin, Jean Stone a évoqué le nom de celui qui est considéré aujourd'hui comme le plus grand logicien depuis Aristote. Il s'agit de Kurt Gödel, un Autrichien. Et ce grand savant a 24 ans à peine, il avait tout juste 24 ans, lorsqu'il publie un article qui va fracasser, qui est tiré de sa thèse de doctorat, et qui va fracasser toutes les croyances qu'on pouvait avoir à l'époque sur la prédictibilité des mathématiques, sur le caractère complet des mathématiques, sur le fait qu'elles pouvaient ou pas tout résoudre. Hilbert, le grand maître de Göttingen, la plus puissante école de mathématiques du monde à l'époque, pensait que les mathématiques pouvaient tout résoudre. Et d'ailleurs, sur sa tombe, il y a cette phrase extraordinaire: Wir werden, wir müssen wissen, und wir werden wissen. C'est-à-dire que nous voulons savoir, wir wollen, und wir werden, et nous allons savoir. Nous allons savoir. C'est-à-dire que tout pouvait être possible, on pouvait tout connaître grâce aux mathématiques. Non, dit Kurt Gödel, on ne peut pas tout savoir, car, il l'a très bien dit tout à l'heure,
tout système cohérent, tout système logique est inéluctablement incomplet. L'univers est-il un système logique selon vous et cohérent? Bien sûr que oui, sinon nous ne serions pas là. Bien sûr qu'il y a des incohérences locales, mais globalement, il est totalement cohérent et logique. Ce qui veut dire que sa cause se trouve à l'extérieur de lui et que, par nature, cette cause, ça c'est aussi le théorème d'incomplétude, est opposée, de nature opposée à l'univers. L'univers est matériel, temporel, donc sa cause est immatérielle et atemporelle. Quand on est en face de ces deux attributs, immatériel, atemporel, on est en face de quelque chose d'éminemment lointain de ce que nous pouvons appréhender par notre capacité à comprendre. Nous sommes face à la transcendance. Il faut dire aussi que Gödel, un peu plus tard, alors qu'il a cheminé tous les jours à Princeton, dans les grandes allées de Princeton avec Einstein, tous les jours ils se sont parlé. Mais de quoi parlait-il? Il parlait en fait de ce qui obsédait Einstein depuis très longtemps, depuis 1921, lorsqu'il avait répondu à une jeune fille « Je ne cherche pas les détails de la matière, je ne cherche pas à comprendre telle ou telle particule de matière. Non, ce que je veux comprendre, c'est la pensée de Dieu. » Voilà ce qu'avait osé dire Einstein à Esther Salaman, qui était une étudiante en doctorat brillante à l'époque. Je veux comprendre la pensée de Dieu. Et lorsqu'il est dans les allées du grand parc de Princeton, aux États-Unis, ils font la même chose tous les deux, ils comprennent qu'ils sont réunis par cette interrogation radicale, verticale sur la pensée de Dieu, sur Dieu. Et d'ailleurs, Gödel, et ça c'est très peu connu, mais je vous recommande de lire ce texte parce qu'il est brillant et merveilleux. Il a redémontré par la logique les arguments de saint Anselme, figurez-vous, le grand penseur du Moyen-Âge, sur l'existence de Dieu, et sur l'inéluctable existence de Dieu. Et il a refait ce chemin, mais à travers des arguments de logique qui aujourd'hui sont reconnus, puisque ça a été publié dans une grande revue de mathématiques de l'époque, reconnu comme un texte absolument imparable. De toute façon, comme l'est le grand principe d'incomplétude, le grand théorème d'incomplétude. Voilà ce que l'on peut observer à l'horizon de l'univers, dans l'invisible, justement. Quelque chose qui vibre, mais qui n'est pas de l'énergie. Quelque chose qui existe et qui structure tout l'univers. De même, prenez cette comparaison et gardez-la en tête. De même que vous êtes tous dans cette salle et tous les êtres vivants, non seulement sur Terre, mais dans tout l'univers, sont précédés par un code qu'on appelle le code génétique. De la même manière, de la même façon, très exactement, mon hypothèse et celle de mon frère Igor, c'est que l'univers tout entier est précédé par un encodage, par un code, c'est-à-dire un programme d'essence numérique, appelons-le comme ça, un nuage, un cloud numérique qui organise la naissance de l'univers au moment du Big Bang et qui ensuite suit cette organisation tout au long de l'évolution de l'univers, encadre par les lois. Et ça répond d'ailleurs à la question ouverte par le grand Poincaré qui se demandait dans La science et l'hypothèse, d'où viennent les lois? Eh bien oui, elles viennent de là-bas. Elles viennent de cette étape si lointaine et si, quelque part, singulière, puisqu'on est sur la singularité initiale, que l'on appelle l'avant-Big Bang, existant sur ce point singulier en temps imaginaire, le code cosmologique. Ainsi va la connaissance. Aujourd'hui, elle a cheminé dans cette salle, elle passe par vous, et vous la répercuterez plus tard, en vous disant un petit fragment du savoir universel, du savoir cosmologique, m'a traversé un instant, et vous serez semblable à ce merveilleux rêveur qui a été décrit par Rimbaud. J'ai été ailé un instant. Merci à tous.